Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler chaussettes, crochets et châle, que des C, que des C. Vous pouvez trouver toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès à du contenu exclusif pour les coulisses de mon entreprise. Je vais d'abord parler de ce que je porte avant d'oublier. Il s'agit de mon modèle Sonate, donc qui est un pull en raglan avec ce motif de torsade plutôt simple sur le devant. Le corps est centré, donc vous avez des diminutions pour la taille, des augmentations pour les hanches. Il se tricote de haut en bas en fingering. Et vous avez un petit détail sur les côtes qui sont fendues sur les poignets. C'est un modèle que j'avais créé en collaboration avec Maison Corlaine. J'ai utilisé leur base Bakewell, donc c'est du pur BFL, dans le coloris Shepherd, je crois, oui. Et voilà, l'avantage du BFL, c'est que le côté satiné donne une définition qui est très très sympa. Mais voilà, c'est un petit pull léger, printanier, qui est chouïa plus petit que ce qu'il ne devrait l'être maintenant. Je l'ai publié en 2019, je crois. C'était pour le premier Knit It, donc un peu plus près du corps que ce que j'aimerais. Mais voilà, je vais passer aux chaussettes, puisque j'ai un nouveau modèle à vous présenter qui vient tout juste d'être publié sur Ravelry et Payhip, et il s'agit du premier modèle d'une petite collection de chaussettes. Donc ça fait 2-3 ans que j'aime bien faire des modèles de chaussettes disons à thème sur l'année. Donc j'ai d'abord fait une petite collection de chaussettes en dentelle, une petite collection de chaussettes en texture l'année dernière, et cette année j'avais très envie de jouer sur les couleurs. Donc c'est un peu vague et je le prends de manière très vague. J'ai pris quelques couleurs printanières, disons, et je vais faire plusieurs modèles. Donc il y aura 3 modèles un peu au printemps, donc de mars à mai, et 3 modèles plus pendant l'été, de juillet à septembre. On fait une petite pause en juin. Quand je dis couleurs, la majorité des modèles, ça va être assez polyvalent dans le sens où le modèle se fait très bien en uni, voilà, ou en jouant, comme je vais les faire souvent, avec des blocs de couleurs ou des rayures. Il y aura 2 modèles, a priori vers la fin, qui seront spécifiquement des techniques de couleurs, donc mosaïque, jacquard, etc. Je n'ai pas encore tout bien défini, mais la plupart des modèles, l'aspect couleur, disons, est totalement personnalisable, et c'est le cas de ces premières chaussettes. Ce sont les chaussettes Eris, qui sont vraiment très simples. Hein. Donc, ce sont des chaussettes qui se tricotent, comme tous mes patrons de chaussettes, des côtes vers la pointe. On commence par des petites côtes torse. Puis vous avez les moutons sont déchaînés aujourd'hui. Puis vous avez un motif texturé sur à la fois toute la jambe et le dessus du pied. Et donc il s'agit tout simplement de petites rayures texturées avec des côtes, du point mousse, etc. Voilà. Comme dans la plupart de mes patrons, vous avez 2 talons au choix. Donc soit vous pouvez faire un talon renforcé avec un gousset comme ce que j'ai fait ici, ou un talon avec des rangs raccourcis à l'allemande. Une petite pointe ronde. Voilà. Voilà. Et donc comme je vous le dis, c'est un modèle très simple mais qui est très personnalisable. Mon idée, c'était de faire des blocs de couleurs. Donc j'ai gardé à peu près la même distance entre chaque couleur. J'ai utilisé la Arwetta de Filcolana, qui est leur laine à chaussettes 80% mérino, 20% nylon, qui est une laine que moi j'aime énormément, qui est extrêmement douce,
pour un mélange avec du nylon. J'ai plusieurs chaussettes en Arwetois maintenant et moi, chez moi elle tient très très bien. Et avec un très joli panel de couleurs. Donc ça c'est olive, ça c'est teal, même si c'est très bleu en vrai. Hein. Et celui-ci c'est corail. Oui, corail. Voilà, vous avez les... Je vous mets les numéros exacts des couleurs dans la description. Voilà. Ce que je voulais faire, moi, donc, c'est faire des blocs de couleurs, mais comme je vous dis, c'est extrêmement personnalisable. Vous pouvez faire des plus petites rayures, et c'est infini. Vous pouvez le faire en uni, etc. Au cours du test, j'ai bien rigolé parce que donc j'avais créé les instructions de changement de couleur dans l'idée qu'on voudrait changer de couleur au milieu de la section en jersey. Vous voyez, donc ici, etc. Et une de mes testeuses m'a posé une question en me disant je comprends pas pourquoi cette suggestion, parce que elle, ce qu'elle avait fait, c'est de mettre, elle avait une couleur principale qu'elle utilisait pour les rayures texturées, et entre chaque rayure texturée, donc les petites parties en jersey, elle a inséré différentes couleurs pour utiliser des mini et des restes. Ça m'était pas du tout venu à l'esprit de faire ça. L'avantage du test, hein, est d'avoir des gens très créatifs qui pensent différemment, venir tous ensemble pour créer quelque chose, et c'est hyper joli cette façon de faire aussi. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de possibilités. Le patron vous indique où ne pas changer de couleur, notamment par rapport aux démarcations qui peuvent être créées avec les mailles en verre. Donc je vais parler un peu changement de couleur. Quand vous changez de couleur, si vous faites un rang en vert ou des mailles en vert sur votre premier rang de la nouvelle couleur, en fait vous allez avoir une démarcation puisque le haut de la maille de la couleur précédente, au lieu de se caler derrière, si vous faites une maille en droit, il va être poussé devant si vous faites une maille en vert. Et donc vous allez voir les petites jambes de votre couleur numéro 2, puis comme un arc de cercle, la maille en vert de votre couleur précédente. Et donc ça vous fait une démarcation. C'est très joli si vous le faites exprès. Ça fait un moment que ça me trotte de jouer un peu avec ça. Vous voyez cette démarcation-ci en fait. Moi je trouve ça très joli. On voit pas mal dans les pulls du commerce des modèles justement tout en... Oula, bonjour, tout en jersey en vert, qui jouent justement sur cette démarcation en laissant ça sur l'endroit du projet. Je trouve ça super joli. Ça fait un moment que j'essaie de trouver la bonne combinaison de rayures, etc. parce que c'est quelque chose que je trouve très beau. Il y a certaines techniques aussi de couleurs, genre comme par exemple le Bohus Stickning, qui est une tradition suédoise de yoke en jacquard. C'était une entreprise qui faisait des designs particuliers en Suède pendant le XXe siècle, où donc on a un yoke en jacquard, mais c'est pas tout en jersey. Vous avez des petites mailles en verre qui ajoutent de la texture et qui surtout fondent un peu les couleurs les unes dans les autres, parce que justement on bouge un petit peu la démarcation de couleurs et ça fait un petit effet marbré à la jonction sur certains endroits. Mais si vous voulez pas cette démarcation, il faut changer de couleur en faisant que des mailles en droit. Donc c'est pour ça que sur ce modèle, vu que vous avez des rayures texturées, il faut éviter de changer de couleur à certains endroits, donc sur le premier rang de côte et sur les rangs en vert du point mousse ici. Parce que quand on tricote du point mousse en rond, on fait un rang en vert, un rang en droit. Un rang droit, en vert, dans cet ordre. Voilà, donc le patron vous indique juste ne pas changer à ces rangs-là, si vous voulez pas la démarcation. Mais ça vous laisse du coup toute la liberté, soit de faire des blocs comme ce que j'ai fait, soit de faire même des plus petites rayures comme ceci, ou comme l'a fait cette testeuse dont je vous parlais, d'insérer des couleurs juste dans les parties en jersey. Voilà, les instructions du motif sont en grille, donc c'est une toute petite grille de mailles ou écrite. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit.
Pour Eris, qui j'espère vous plaira, un patron qui est accessible aux débutants. Mes patrons de chaussettes sont écrits quelle que soit la... c'est quelque chose qui était important pour moi, quelle que soit la méthode de tricot que vous utilisez. Donc c'est peut-être pas aussi... ça vous accompagne peut-être pas autant que si je vous forçais à faire du Magic Loops ou des DPN, Magic Loops, Magic Loop, ou d'utiliser des doubles pointes ou de faire des mini circulaires. Donc si vous avez vraiment jamais fait de chaussettes, vous avez peut-être besoin de regarder quelques articles de blog, quelques tutoriels pour comprendre grosso modo la construction d'une chaussette. Mais j'ai fait beaucoup de patrons de chaussettes et j'ai quasiment toujours des débutants, des personnes dont c'est la première chaussette et ils s'en sortent très très bien. Et celui-ci, avec ce motif hyper simple, l'est encore plus accessible aux débutants. Voilà. Pour Eris, vous avez une petite réduction pour fêter la sortie sur Ravelry, donc c'est moins 15% avec le code Eris jusqu'à dimanche. Et voilà pour ce premier modèle de chaussettes de printemps. On va en reparler puisque je vais vous montrer ensuite je vais le faire tout de suite. Voilà, je vais passer aux encours et je vais vous montrer ce qui sera du coup le troisième modèle de cette petite collection qui sortira a priori en mai. Et je vais être tout emmêlée. Hop. On va continuer à parler transition de couleurs, démarcation, etc. Puisque j'avais très très envie de faire un modèle avec des rayures d'une seule couleur. D'une seule couleur, non. Oula, ça ne marche pas comme concept. Des rayures d'un seul rang par couleur. Donc, mon petit modèle de chaussettes en cours que j'ai monté le week-end dernier parce que j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus facile à tricoter sans regarder mon tricot, puisque vous allez voir que mon projet en cours, j'ai besoin de regarder ce que je fais. Et donc, comme je voulais regarder un film avec mon compagnon, il me fallait quelque chose c'est pas un film d'ailleurs, c'était The Last of Us. Au secours, hein. Le traumatisme chaque semaine. Heureusement, c'est fini. Mais il me fallait quelque chose d'un petit peu plus facile à tricoter pour moi. Et donc, j'ai monté ces petites chaussettes. Je voulais un design avec de la dentelle sur les côtes et ensuite mes rayures, fameuses rayures, avec un seul rang par couleur. J'ai essayé plusieurs dentelles différentes. Tu veux pas faire la mise au point, tu vas rester flou éternellement. Je ne vois pas, voilà. Et j'ai fini par tomber sur ce motif. C'est un peu compliqué de trouver des motifs qui fonctionnent bien pour différentes tailles. Mes patrons de chaussettes, moi je veux qu'il y ait plein de tailles. Même si la différence d'une taille à l'autre est peut-être minime, le fait est que souvent les gens sont très particuliers avec leur tension en chaussettes, la densité qu'ils veulent pour les chaussettes, le numéro d'aiguille qu'ils veulent utiliser, le nombre de mailles qu'ils veulent monter. C'est particulier le confort au niveau du pied. Hein. Et du coup, je préfère avoir plein de tailles, quitte à ce que l'espace entre les tailles soit très fin, mais ça m'implique de trouver des motifs qui se gradent d'une certaine façon. Et donc j'ai trouvé celui-ci qui est un petit motif de dentelle. Vous voyez, ça fait des petits losanges avec des côtes torse et un petit jeu de mailles enroulées au centre. J'aime beaucoup ce motif qui est très sympa, qui fonctionne bien pour des chaussettes parce que c'est quand même un motif qui est un petit peu impliqué, hein, c'est-à-dire c'est beaucoup de côte torse plus les mailles enroulées, donc je l'ai fait des deux côtés. Hop. C'est pas forcément quelque chose que je reproduirais sur tout un vêtement ou alors avec un très gros échantillon, donc ça passe bien pour des petites chaussettes. Voilà, donc vous avez une double maille envers sur cette taille-ci sur le côté pour avoir une symétrie de part et d'autre et avoir le panneau devant et derrière. Voilà.
J'aime bien faire des petits, des petits motifs minutieux sur des chaussettes, parce que finalement ça passe vite, ça c'est une... Alors toute la partie en côte c'est 24 rangs, mais le motif en soi c'est moins de 20 rangs, donc ça se fait très bien. J'ai un tutoriel vidéo pour les mailles enroulées qui sera dans le patron. Si vous n'avez jamais fait, vous avez plusieurs manières de faire ça. En fait, il s'agit juste de rapprocher plusieurs mailles en entourant le fil autour. Donc vous avez une manière très simple de le faire qui consiste à passer les mailles sur une aiguille auxiliaire et à tout bêtement enrouler le fil. Ou si comme moi, vous détestez prendre des aiguilles auxiliaires, vous pouvez vous amuser à balader les mailles, à les glisser d'un côté puis de l'autre. C'est complètement illogique parce que ça met beaucoup plus longtemps. Mais quand on n'aime pas avoir des aiguilles auxiliaires, parfois, en tout cas moi, c'est bête et méchant. Hein, c'est-à-dire non, je n'utiliserai pas d'aiguilles auxiliaires. Oui, ça me prend 6 fois plus de temps de faire comme ça, mais je préfère. Voilà, la logique dans le tricot, hein, c'est parfois compliqué. Et donc après ces côtes, avec ce petit motif de dentelle, j'ai commencé mes rayures. Alors, j'utilise donc le coloritil, c'est le même que celui qui est dans les chaussettes Eris, et j'utilise un rose pâle. Il y a une 5e couleur dans ma collection de chaussettes que vous ne voyez pas ici, qui est un moutarde, mais que vous verrez bientôt puisque c'est le modèle qui sortira en avril, que vous m'avez pas vu tricoter en podcast parce que ça a été tricoté très très rapidement. Mais voilà pour mes petites rayures bleues et roses. Donc, quand on fait des rayures, quand on change de couleur, vous avez, et donc je vais remontrer Eris au début du rang, quand vous tricotez en rond. Quand on tricote en rond, on tricote en fait en spirale, on monte petit à petit. Donc à la fin de votre tour, on est un peu au-dessus du début de votre tour. Quand vous changez de couleur, ou aussi quand vous changez de technique, par exemple si vous faites du point mousse en rond, vous avez aussi une différence. Vous voyez visiblement cet effet spirale qui fait que, hop, vous voyez là, hop, une démarcation. Vous voyez là, on voit un accroc. C'est aussi visible du coup en point mousse. Vous voyez là aussi, c'est décalé. Je ne l'ai pas fait sur mon prototype parce que personnellement ça ne me dérange pas. Dans le patron, vous avez des instructions pour éviter ça si ça vous embête. Vous avez plusieurs techniques pour éviter cette démarcation au début de rang. Moi, celle que je préfère, elle consiste à, sur le 2e tour d'une couleur, à attraper la maille en dessous et à la tricoter ensemble avec la première maille du rang. Vous pouvez aussi glisser une maille au début du rang, etc. Mais ça ne fonctionne que si vous avez au moins 2 rangs de chaque couleur. Vous pouvez corriger le début comme ça. Si vous avez qu'un seul rang par couleur, ça ne marche pas. Alors il y a une technique un peu que je trouve un peu fastidieuse pour le faire quand même, mais c'est beaucoup trop compliqué pour des chaussettes, à mon avis. Là, parce que ça fait beaucoup de rayures, hein, donc si à chaque rang il faut que je fasse une manipulation longue, c'est compliqué. La manière de faire des rayures d'un rang sans démarcation, parce que vous voyez que je n'ai pas ici de démarcation de début de rang. Vous avez au tout début, hop, j'ai inséré ma couleur, mais ensuite vous n'avez pas de début de rang nulle part. Donc c'est le tricot elliptique en gros. C'est une technique qui est très facile à faire, qui consiste à s'arrêter quelques mailles avant. Donc en fait, vous tricotez votre rang dans votre couleur, dans votre 2e couleur, mais vous vous arrêtez 2, 3, 4, 5 mailles avant la fin de votre tour. Vous glissez ces 3 mailles dans mon cas, puis seulement à ce moment-là, vous prenez le fil et vous continuez votre couleur.
Par exemple, là vous voyez, je vais commencer, donc je suis ici, là je vais commencer ma rayure bleue, donc je vais faire tout mon tour en bleu, et arriver ici, je vois que j'ai laissé mon fil rose à cet endroit-là, je ne vais pas tricoter jusque là, je vais m'arrêter 3 mailles avant, donc ma couleur bleue sera arrivée jusque là, je glisse ces 3 mailles roses, je récupère mon fil rose qui était là, et là je recommence. Et en fait ça me fait décaler à chaque fois de 3 mailles. Ici c'est 3, on peut faire différents nombres de mailles. Ça fait reculer à chaque tour le début de notre rayure. Et ça fait pas de démarcation, c'est très bien, etc. Problème sur des chaussettes, c'est que il va bien falloir qu'à un moment je fasse un talon et une pointe. Vous pouvez faire un talon après coup si vous voulez, mais moi je voulais quand même pouvoir faire mon talon à renforcer ou à l'allemande, et donc il faut bien qu'à un moment je revienne au début de mon rang. Je peux pas faire mon talon au milieu là de la chaussette, en plein milieu de mon motif de dentelle. Ça fait que c'est un peu limitant, un peu contraignant en termes de longueur, puisque avant de pouvoir faire mon talon ou ma pointe, il faut que j'attende d'être revenue au début de mon tour. Alors voilà, ça c'est pas vraiment facile à prévoir dans le patron, parce que moi j'ai pas du tout envie de forcer les gens à avoir telle hauteur de tige, telle longueur de pied, etc. Comme je vous le dis, c'est si personnel, la taille des chaussettes et les préférences, etc. J'aime pas ça. Donc c'est quelque chose que j'explique que je vais expliquer dans le patron, et qu'il va falloir un petit peu gérer tout seul. Si vous choisissez de faire des rayures d'un rang, ce qui ne sera pas forcément le cas, vous pouvez faire 2 rangs aussi. Je mettrai toutes les techniques possibles dans le patron pour ça. Mais si vous choisissez comme moi de faire des rayures de un rang, que vous utilisez la méthode elliptique pour ne pas avoir de démarcation, voilà, le patron vous dira avant le talon, il faut faire attention à être du côté du début du tour. Si c'est trop loin, et si on serait obligé de tricoter trop long, ce qui peut être problématique notamment au niveau du pied, pour arriver au début du tour, on peut, comme je vous dis, glisser plus ou moins de mailles pour tricher un peu et arriver plus vite à cet endroit, ou tout simplement on peut couper le fil et le rejoindre à cet endroit-là. Ça fera des fils en plus à rentrer. Voilà. Mais toujours un petit peu le problème de vouloir donner le plus de liberté possible dans les patrons, mais j'espère réussir à bien expliquer la méthode dans le patron de manière plus claire et plus éloquente sans doute que ce que je fais là, et pour pouvoir peaufiner la chose avec les testeurs quand ce sera le moment du test, pour, je l'espère, réussir à faire quelque chose de suffisamment clair pour que les gens comprennent le concept. Je préfère toujours que les gens comprennent comment les choses marchent plutôt qu'ils suivent bêtement des instructions qui sont en fait totalement personnalisables. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis tout à fait ok moi pour sacrifier le fait de devoir tricoter un peu plus long. Là par exemple, vous voyez, je vais refaire un tour. Je pense un tour de plusieurs tours en fait, parce que là je suis revenue à mon début de rang, mais je veux que ma jambe soit un peu plus longue, donc je vais tout décaler jusqu'à atterrir à cet endroit là. Je sais pas exactement quelle hauteur en plus ça me fera, mais c'est comme ça que je procède. Voilà, une fois que je suis au début du tour, je me dis est-ce que c'est assez long? Oui, non. Sinon tant pis, je recommence. Et ça m'implique juste de devoir un petit peu plus anticiper. Mais voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec mes histoires. Pour ceux qui ont déjà fait cette technique-là, ça doit être clair. Pour les autres, ils disent qu'est-ce qu'elle raconte. Mais voilà, comme je vous le dis, je ferai au mieux à l'écrit. Je fonctionne beaucoup mieux par écrit qu'oralement.
Alors pourquoi est-ce que tu fais un podcast, idiote? On ne sait pas, personne ne sait, mais voilà pour ce modèle. Donc ce sera le modèle de mai. Je vais le tricoter doucement, comme je vous le dis, je tricote, j'étais pas censée le monter là tout de suite, donc c'est mon tricot quand j'ai besoin de quelque chose sans trop réfléchir, et surtout sans avoir besoin de regarder ce que je fais, parce que la transition exceptionnelle, j'ai un nouvel cours personnel qui est du crochet. Je vous en avais parlé un petit peu, il me semble, l'année dernière. J'ai envie de vraiment apprendre le crochet correctement. Alors, mon expérience en crochet, j'ai fait des amigurumi, donc les petits jouets, etc., sans vraiment comprendre ce que je faisais. C'est-à-dire que je suivais des patrons, notamment avec des photos. Donc voilà, c'était vraiment de la débrouillardise, pas forcément très sûre de est-ce que c'était à peu près correct, mais comme c'était un jouet, ça fonctionnait quand même. J'ai également tricoté un bonnet en rond il y a quelques années, et c'est tout, je crois. Je pense pas avoir crocheté il y a plus longtemps, quand j'étais ado ou quoi, je ne pense pas. Mais j'ai très envie de m'y mettre. Ah oui, si, j'ai commencé une couverture en bride, vous savez, la Granny Stripe, celle qui est gratuite. Là, il y a un modèle, une version française d'ailleurs de Atelier F, je crois, qui permet, c'est une couverture de reste avec des brides en crochet. J'avais commencé ça m'a un peu trop ennuyée. Voilà, le petit moineau qui... C'est le printemps, les oiseaux reviennent. J'ai un arbre en face de ma fenêtre dans mon bureau et mon ami le merle est revenu. J'ai juste un merle et il est l'arbre est très proche de ma fenêtre et du coup l'oiseau est vraiment me fixe tout le temps avec l'air parfaitement stupide des oiseaux quand un oiseau il vous voit pas du coup mais on a l'impression qu'il vous regarde vraiment en face et du coup ça bref. On s'en fiche, mais il y a plein de petits oiseaux, c'est agréable. J'ai perdu le fil. Je m'embrouille toute seule, hein, c'est terrible. Oui, mais cette couverture, ça m'ennuyait un peu trop, donc je l'ai défaite, j'ai laissé tomber. Je me rends compte que j'aime pas faire des couvertures trop répétitives, vraiment pas. Autant je peux avoir envie des fois de faire des gros châles ou des pulls tout en jersey où c'est répétitif, machin. Mais en fait c'est du tricot détente, un peu moins immersif mais qui occupe mes mains et à la fin j'ai un projet super chouette, mais quand c'est la couverture c'est trop grand en fait, c'est trop long pour que j'ai cette satisfaction du tricot zéro cerveau. Moi faut soit que ce soit compliqué soit que ce soit pas trop long si c'est pas compliqué en fait, c'est complètement contradictoire, mais c'est comme ça. Donc voilà ma non-expérience en crochet. Mais j'ai très envie de m'améliorer, j'aime beaucoup apprendre différentes choses et il y a pas mal de modèles de crochet qui me plaisent beaucoup, hein. Je sais que le crochet a réputation de pas forcément être... d'être que pour des couvertures en granny ou machin, mais pas du tout, ou des sacs, etc. Mais pas du tout, il y a énormément de modèles de vêtements en crochet, des trucs hyper modernes, hyper agréables, avec des aspects très proches de ce qu'on peut trouver en tricot. Donc l'étiquette ringarde accrochée au crochet est aussi ridicule que celle qui est accrochée au tricot, parce que voilà, c'est totalement différent, mais visuellement, il y a des créatrices et des créateurs de patrons qui font des choses que j'adore et que j'ai très envie de pouvoir faire aussi. J'ai choisi pour mon premier... Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, j'ai choisi pour mon premier... Du coup, je regarde tout le temps mon crochet en me disant il y a un truc qui va pas, machin. J'ai choisi pour mon premier vêtement, puisque il y a plusieurs vêtements qui m'intéressent, de tricoter le modèle Béatrice V-neck, donc le gilet col V Béatrice
de Holly Woodward, qui est une créatrice britannique, il me semble, qui fait de très très jolis modèles. Pour le coup, elle fait autant des projets, des vêtements qui sont très crochets, donc avec des granits multicolores, etc. Le côté un peu rapiécé qui plaît pas à certaines personnes qui veulent avoir des choses plus passe-partout. Et aussi, elle fait des modèles qui jouent un petit peu plus sur les textures ou qui sont plus faciles à porter, plus polyvalentes, disons. Et pour le coup, ce gilet col V, c'est vraiment, c'est vraiment un gilet tout simple. C'est un donc, gilet à épaules tombantes, avec un col V uni, et avec cette texture. Je vais vous montrer mon échantillon plutôt. Cette texture-ci, alors, ça va être très très compliqué parce que je ne connais aucun terme en crochet, et surtout je ne les connais pas du tout en français. Le seul mot crochet que je connais, c'est bride en français, donc tout va être une bride. Mais donc là, en anglais, elle appelle ça des trebles, version britannique, et des double crochets, donc crochet double en double bride. Je sais pas si bride c'est le terme pour ça, version américaine. Oui, parce qu'il y a différentes terminologies entre les anglais et les américains. J'ai l'impression d'avoir compris que la différence c'était qu'ils n'étaient pas d'accord pour compter jusqu'à 3. Voilà, et que ce qui était triple en britannique est double en américain, et ce qui est double en britannique est simple en américain. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. L'avantage de cette créatrice, dont j'aime beaucoup le travail, c'est qu'elle propose les deux terminologies, donc ça va me permettre de bien pouvoir comparer. J'ai décidé de suivre d'abord la version britannique, par pur chauvinisme européen. Non, c'est juste parce que je voulais... je pense que mon prochain projet sera d'une autre créatrice, cette fois-ci américaine, et du coup, je voulais faire les deux. Donc j'ai choisi ici de suivre la version britannique. Et voilà. Donc, c'est tout en texture comme ceci. En fait, on fait 3 fois. Donc on se retrouve avec 3 brides, 3 brins sur notre crochet, et on fait passer d'abord dans 2, puis ensuite dans les 2 autres. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à identifier lequel c'est. Peut-être qu'en regardant, les crocheteuses aguerries verront mieux et pourront me dire quel est le bon terme en français. Je compte sur vous pour m'aider à m'améliorer sur ma terminologie. Voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est tout simple. J'ai choisi ce modèle parce que comme c'est un gilet, c'est donc tricoté à plat. Et je me souviens que mon problème, un des problèmes que j'avais quand je ça va être compliqué hein, de pas dire tricoter au lieu de crocheter, quand je crochetais en rond, en circulaire, c'est que j'ai beaucoup de mal à maintenir mon début de tour au même endroit parce que je sais pas lire mon crochet aussi bien que ce que je sais lire mon tricot, et le problème du crochet quand on est une tricoteuse, c'est que elles sont où les mailles? Par pitié. Voilà, au moins au tricot, la maille elle est sur l'aiguille. Alors il y a des subtilités, hein, je suis un peu de mauvaise foi, parce que parfois il faut effectivement pas piquer au même endroit. Mais là c'est c'est pas forcément évident de savoir où crocheter. J'ai compris sur ce point. Va savoir sur les autres points si ce sera pas la même chose. Vous voyez là ça fait des petits V. Et donc il faut bien que je prenne ce V là. Voilà, faut pas que j'aille dessous comme ça là, comme une brutasse, mais bien juste sous le V. Et le problème c'est que quand on est en rond, j'ai l'impression qu'il faut soit que je compte bien tous les points que j'ai faits pour être sûre de ne pas avoir fini, soit que je trouve une meilleure manière visuelle pour moi de bien repérer mon début de tour. Parce que j'avais un peu de mal à pas me décaler en fait. Ça tout simplement parce qu'il faut que j'apprenne à bien lire ça correctement. Et donc je me suis dit, c'est super le gilet parce que je vais faire le corps à plat, je vais bien pouvoir repérer où faire mes mailles. Oui, on dit maille en crochet aussi, en anglais ils disent le même, ils disent stitch aussi, donc je sais pas. Non, ils disent pas stitch du tout en fait, j'invente, bon bref. Et,
Et je vais un peu pouvoir comprendre cette histoire de début de rang qui est un peu particulière c'est juste que par rapport au tricot, c'est plus géométrique peut-être. Et donc je vais faire le corps à plat, et les manches, elles, sont tricotées en rond. Donc on fait le dos, on fait les 2 demi-devants avec les augmentations pour le col V, on fait les manches en rond, on parlait de ça, et après on coud tout ensemble. Et après on relève les mailles pour faire la bande d'encolure, il y a des boutons d'ailleurs. Et du coup je me dis comme ça, une fois que j'aurai fait le corps, j'aurai bien compris le point, j'aurai bien vu mon début et ma fin de rang machin, et je vais avoir une meilleure compréhension du rond. Puis je regarde les instructions pour les manches, et au début des instructions pour les manches, elle dit les manches sont tricotées en rond et il faut tourner le tricot à chaque rang. Le crochet à chaque rang. Quand j'ai lu cette phrase, mon compagnon est passé devant la porte de mon bureau et puis il m'a dit ça va. J'ai dû faire une tête vraiment bizarre parce que j'ai bien regardé cette phrase très longtemps. Donc les manches sont tricotées en rond et il faut tourner à chaque rang. Dit pas compris. Ce qui est vraiment génial, c'est que en apprenant un loisir créatif en ce moment, il me suffit de chercher sur Google et YouTube et j'ai des milliers de solutions, de gens qui font des tutoriels variés, et moi j'aime bien regarder beaucoup de tutoriels. Moi je fonce, hein. Je cherche tout, je regarde toutes les explications possibles, ce qui peut être un petit peu problématique parce que des fois je vais trop loin et je peux m'embrouiller ou apprendre des choses qui sont pas forcément pertinentes pour le projet que j'ai en cours. Mais ça fait que j'ai vu cette phrase dans Patron, j'ai dit je comprends pas, j'ai copié cette phrase, je l'ai mise dans Google, et puis j'ai compris que en fait, quand on crochetait en rond, on pouvait donc joindre en rond, mais tricoter à la fois sur l'endroit et l'envers. Et en fait, c'est amusant, le joint en rond, ça fait un peu comme un rang raccourci dans l'esprit, parce que ça nous permet de tricoter dans les deux sens, sur les deux côtés, et du coup, si j'ai bien compris, ça permet d'avoir une démarcation du début de tour moins visible. Si j'ai bien compris, il me semble que c'est ça. Bref, je pars un peu dans tous les sens. Mais en fait, j'ai très hâte de commencer les manches, parce que j'ai très hâte parce que maintenant j'ai compris. Ça, j'ai compris. Ça c'est le dos. Donc je vais continuer mon dos. Sur les devants, je vais apprendre à faire des augmentations, ça va être chouette. Et sur les manches, j'apprendrai, je l'espère, à tricoter en rond. Et je comprendrai un petit peu mieux. Voilà, donc c'est plein d'apprentissage. La manière dont c'est fait, c'est on crochette d'abord le premier rang comme ceci. Donc on fait pas une chaînette, juste une chaînette. En fait, on fait le premier rang de trebles ici en même temps qu'on fait la chaînette. C'est très ingénieux. Et il faut faire un petit peu attention à sa tension pour pas que ce soit trop serré. Et donc je m'y suis reprise à plusieurs fois, hein. Vous voyez là mon échantillon il est tout petit, c'est parce que j'en ai fait 2-3 avant, beaucoup plus grand, le temps d'avoir la bonne tension, d'apprendre le point, etc. C'était très satisfaisant à faire. Et voilà. Donc c'est mon dos. C'est réversible, hein, si j'ai bien compris, ce point-ci, le devant et les deux côtés sont identiques. Après, voilà. Enfin, de toute façon, les devants sont faits de la même manière et en fait, on retourne juste l'autre pour que ça fasse les deux en miroir. Voilà, j'ai pas eu de difficultés particulières, hein. En fait, moi, voilà, comme je vous le dis, je lis le patron. Si je comprends pas quelque chose, je cherche sur Google, je trouve la solution. Si je suis pas trop sûre de moi, je cherche plus, j'essaie différentes techniques et ça finit par fonctionner. Je pense que j'ai très bien choisi comme premier patron parce que les explications sont suffisamment claires avec les bons termes pour me permettre de chercher des vidéos sur le point. Elle donne la technique dont je vous parle pour monter les mailles dans ce sens. Elle donne une vidéo précise pour faire ça. Et voilà. Quelque chose
qui m'intrigue encore et où je suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris. Et il faut que je cherche davantage, parce que j'ai pas trop cherché hein, encore, c'est au niveau du début et de la fin de rang. C'est un peu particulier. Je suis pas sûre d'avoir... Je comprends comment faire, mais je suis pas sûre d'avoir compris la logique derrière. Et moi, ça va être un peu ça mon problème. Hein. C'est-à-dire, je dis oui, je comprends bien ce que tu veux que je fasse, mais pourquoi? Et tant que j'aurai pas compris pourquoi, ça va me travailler. Quand j'arrive à la fin d'un rang, il faut que... Alors non, en fait, au début du rang, je peux pas commencer, moi, sans comprendre, je vois, alors en fait, si je prends le début de mon rang ici, de mon prochain rang, moi je vois une maille là, en fait, ici. Mais je dois pas mettre de maille ici, je dois sauter ça et commencer là. Et une fois que je suis à la fin de mon rang, j'ai une maille en moins. J'ai fait un point en moins. Je dis maille, hein, je sais pas si c'est ça. J'ai fait un point en moins parce qu'en fait, le dernier point que je dois faire, il est un peu décalé. Il est là, sur la chaînette du rang précédent. Puisqu'à chaque fois qu'on tourne le rang, on fait deux chaînes. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, on crochette comme ça d'un côté et comme ça de l'autre. Et ça permet d'avoir les bordures droites. Et je comprends bien que c'est important parce que c'est sans doute ça qui est lié à mes soucis de début de tour aussi. Parce que c'est une manière de tenir les bords et le début et la fin de l'ouvrage égaux. Et j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris notamment parce que dans la vidéo que j'ai regardée, on me dit que c'est pas forcément le cas pour tous les points. Et je comprends pas pourquoi ce serait pas le cas pour tous les points. Parce que je comprends bien que, ok, pour que ce soit plus propre, il faut que je décale d'un côté, puis que je revienne, puis que je comme ça. Et je comprends pas pourquoi ce serait pas le cas pour tous les points. Donc peut-être qu'il faut tout simplement que je fasse l'autre type de point et que je comprenne. Mais voilà, ça c'est un truc intéressant auquel c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, de comprendre le pourquoi ça fonctionne comme ça. Et il faut que je cherche un peu plus. Si vous avez éventuellement des ressources, si vous avez compris ce dont je parle, et que vous avez éventuellement un article ou une vidéo ou quelque chose qui expliquerait pourquoi sur ce point, donc qui est le double crochet américain treble anglais, pourquoi sur ce point on a ce décalage et pourquoi, j'ai peut-être mal compris, hein, mais il me semble que dans la vidéo que j'ai regardée, au début, elle dit, elle dit à l'inverse du simple crochet US et double crochet britannique. Et donc voilà, je me pose la question. Autre chose que je sais pas faire, comment je fais pour changer de fil? Je ne sais pas, j'ai raccroché le fil comme j'ai pu. Aucune idée de comment je vais les rentrer de façon propre, je verrai bien, je suis sûre qu'il y a des manières de faire. Alors moi j'aime pas trop, je sais qu'il y a des techniques pour rentrer le fil en même temps qu'on crochette, on peut le faire en tricot aussi hein, d'ailleurs. J'aime pas trop le faire en tricot, donc instinctivement je me dis peut-être que je vais pas aimer le faire en crochet aussi, mais il faut peut-être que j'essaye. Voilà. Je verrai bien. Donc la construction, comme je vous le dis, je fais tout à plat. On fait les manches en rond et on est censé coudre les manches déjà en rond au côté. Donc ici, ce côté-ci. Si vous regardez depuis un moment, vous savez peut-être que je n'aime pas du tout coudre en courbe. Je suis très mauvaise pour ça. C'est vraiment pas propre quand je le fais. Peut-être que ce sera plus propre en crochet, j'en doute. Parce que quand je regarde mon bord ici, peut-être que je fais pas quelque chose de correct, mais je trouve pas que ce soit un endroit propice à faire une couture propre. J'ai un peu envie de faire n'importe quoi, et plutôt que de tricoter la manche en rond d'abord, puis de la coudre,
Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui m'empêcherait de relever là-dedans? Oui. Ce qui m'empêche, c'est que je n'ai aucune idée du ratio, je sais le nombre de mailles qu'il me faudrait pour les manches, mais je ne saurais pas transposer ça correctement sur une hauteur pour pouvoir relever correctement. On va relever en fait sur un bord comme ça pour faire la bande de boutonnage. Donc je me dis c'est possible. Est-ce qu'il y a une contre-indication, si vous êtes crocheteur, crocheteuse, est-ce qu'il y a une contre-indication particulière à ne pas relever d'un bord pour pouvoir faire les manches? Outre le fait que généralement les gens aiment bien coudre pour plus de solidité, etc. Mais oui, je me demande pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas relever. Peut-être que en crochet, les gens aiment vraiment pas relever. Et donc c'est un peu obligé pour la bande d'encolure, enfin obligé non, mais c'est plus pénible disons de coudre une bande d'encolure que de coudre des manches. Je suis pas d'accord, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le consensus. Je sais pas. Mais vous voyez le bord comment c'est. Aucune idée de où pouvoir coudre de façon propre, hein, parce que c'est pas très régulier, ce qui est certainement ma faute, mais là je vois bien qu'il y a un trou, là un autre trou, mais là pourquoi là il y en a un autre? Ouais, je verrai. J'ai bien envie d'essayer de le faire. Donc en fait je vais coudre les épaules ici. Je vais essayer de relever les manches autour et de rejoindre en rond ensuite en dessous, comme ça j'aurai à coudre ici ensuite. Je vais essayer de le faire, juste pour voir pourquoi ça marcherait pas, et éventuellement de faire l'autre, ensuite de refaire les manches correctement, mais j'ai envie de tester, c'est un peu mon projet expérimentation, donc autant en profiter pour essayer de faire ça. Voilà, mais bon, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est très intéressant d'apprendre quelque chose de nouveau pour moi, surtout avec toute l'aide, comme je vous le dis, d'internet, toutes les vidéos, tous les tutoriels qui sont disponibles, c'est vraiment super précieux. Et j'aurais bien aimé avoir eu accès à tout ça quand j'ai appris à tricoter. Sur moi ça fonctionne très très bien parce que comme je vous le dis, j'apprends en fouinant, en faisant un peu n'importe quoi. Je pense que vous avez compris que voilà, la nana c'est son premier vêtement en crochet, je me suis dit mais attends, j'ai pas envie de faire ça, je vais plutôt faire à ma façon, le melon comme ça. Non mais j'adore expérimenter, j'adore tester. C'est comme ça que ça me permet de comprendre en fait pourquoi les choses sont faites d'une certaine manière et pas d'une autre. Parce que si je fais pas le test de relever les mailles pour les manches, ça va me perturber. Voilà. Faut que j'apprenne. Voilà. Dites-moi s'il y a une raison évidente pourquoi il faut pas que je fasse ça et pourquoi je peux pas faire ça. N'hésitez pas à me dire. Je vous écouterai certainement pas parce que voilà, peut-être têtu, hein, comme un âne. Et il va falloir que... Non, en fait, c'est... Même si je comprends quelque chose et si je connais la bonne manière de faire quelque chose, parfois c'est quand même très, très utile de faire la mauvaise chose, même sciemment, pour voir pourquoi c'est pas bien. Et en fait, voir pourquoi quelque chose n'est pas bien, ça me permet de mieux faire la bonne chose. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, l'expérimentation, ça me plaît beaucoup, c'est très sympa, c'est simple, ça monte relativement vite. Je fais la taille, la 3e taille, donc c'est M, je crois. Ça devrait me donner plus d'aisance, un petit peu plus d'aisance que ce qui est recommandé, mais j'ai préféré faire ça parce que comme c'est un gilet, et ce sera un peu mon gilet printanier, loose, etc., s'il est trop grand, c'est pas grave. J'ai la bonne tension normalement sur les versions plus grandes, et là même j'ai la bonne tension en largeur, pas du tout en rang. J'imagine que c'est le même problème qu'en tricot, hein. Mais c'est pas très grave parce que je peux faire la longueur que je souhaite et faire correspondre ça avec les devants ensuite. Mais voilà, donc ce sera peut-être un petit peu plus grand, mais j'ai préféré parce que si je faisais la taille en dessous, j'avais
pile poil la bonne aisance. Et je me suis dit, si au cours du crochet, je finis par crocheter plus serré que ce que je pensais, et bah, comme je débute, ma tension, c'est pas, vous voyez, c'est pas non plus hyper régulier, hein. Voilà, j'ai préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus large, sans que ce soit trop non plus trop. Mais voilà, mon problème c'est que bah, je peux pas. Faut que je regarde ce que je fais. C'est embêtant. Non, mais ouais, par rapport au tricot, faut que je regarde bien où je mets mon crochet, hein. Je peux pas vraiment. Je peux pas lire. Déjà, j'ai essayé, je ne peux pas lire, parce que c'est très simple hein, et répétitif, mais je peux pas lire, et je peux même pas encore regarder de... Si je regarde un film ou une série avec des sous-titres, je peux pas, j'arrive pas à détacher mon regard suffisamment longtemps pour continuer à crocheter sans forcément avoir vraiment le nez dessus. Donc voilà, c'est juste du coup très immersif, donc je le fais quand j'écoute simplement quelque chose que je n'ai pas besoin de regarder. Mais à part ça, ça va tout seul. J'utilise comme laine la Katia Concept Cotton in Love, donc c'est un mélange de 50% mérino, 50% coton, c'est le coloris 51. Donc c'est une déca qui est très douce, que j'aime beaucoup, je l'avais jamais utilisée, je la reprendrai bien pour du tricot aussi, hein, parce que je la trouve très sympa. Souvent les fils avec beaucoup de coton se dédoublent, donc là effectivement il y a plein de brins, elle est très ronde, elle a une très jolie définition, mais autant au tout début j'ai eu un peu de mal et elle s'est dédoublée, mais une fois que j'ai un peu plus pris le coup de main, parce que forcément quand on patauge un peu avec le crochet, ben c'est, je trouve, plus facile de dédoubler le fil. Mais maintenant, ça se dédouble quasiment pas. Donc, ce qui m'indique que ce serait certainement beaucoup plus facile pour moi de la tricoter. Très sympa, ils ont une jolie palette de couleurs, elle est très douce. C'est de la déca fine. Ouais, il y a 230 mètres pour 100 grammes. Non, pas si fine que ça finalement. Mais en fait, pourquoi je me dis qu'elle est fine? Parce que j'ai l'impression, quand je compare avec les photos de la créatrice, que mon crochet est plus ajouré. Alors c'est peut-être ma tension aussi, c'est pas bloqué, mais bon, ça c'est bloqué, vous voyez, c'est quand même assez ajouré, je trouve. Alors ça me dérange pas hein, pour un gilet, etc. Mais je me demande si il vaut pas mieux que je vise des fils plus épais, ou du moins plus gonflants en crochet, parce que peut-être la nature du crochet fait que il faut des fils qui prennent un petit peu plus la place pour pas avoir, si je veux pas avoir quelque chose d'ajouré, peut-être. Mais enfin, ça me plaît beaucoup, moi, le résultat me plaît énormément. Mais je pense juste que si je faisais un top estival, ce serait peut-être un petit peu plus problématique, vous voyez. Donc peut-être que parce que la créatrice a utilisé de la déca, mais peut-être que c'est de l'acrylique ou quelque chose qui est un fil qui est un petit peu plus gonflant que celui-ci, qui reste quand même assez lisse, qui est très sympa, hein, qui est pas trop lourd. Alors le crochet, ça mange beaucoup de fil, hein, donc ça va être un peu plus costaud. Et donc il faut des boutons. J'ai de très jolis boutons que je n'arrive jamais à caser parce qu'ils sont lourds. En fait, ils sont lourds. Alors, ils sont lourds. Ils sont pas si lourds que ça, mais c'est quand même... ils sont très jolis. Je les aime beaucoup. C'est du métal. C'est pas si lourd que ça. Je sais pas, peut-être ça fait 5 grammes. Je sais pas, j'ai pas du tout la notion de ce que c'est. Mais je me dis, alors déjà c'est joli ensemble, j'aime bien. Je me dis, ces boutons que j'arrive pas à caser dans mes tricots, peut-être que c'est pas mal dans le crochet, parce que le crochet étant plus ferme, plus lourd, il va peut-être mieux tenir, mieux supporter.
des boutons peut-être un petit peu plus lourds. C'est peut-être idiot et au contraire ça va aggraver la chose. Mais je me dis, c'est pas, ça m'a l'air plus solide ce rendu là que du tricot. En fait, parce que surtout que moi je tricote très peu de choses denses. Donc voilà. Mais je les aime beaucoup et je trouve que ça rend bien ensemble. Donc je ferai le test. Et si je vois que vraiment ça tire trop, il en faut que 4 des boutons. Et si je vois que vraiment ça tire, je prendrai d'autres boutons. Je suis un peu pénible moi avec les boutons. J'aime pas trop les boutons en nacre. J'aime bien les boutons en bois et en métal. Et c'est un peu compliqué de trouver des trucs qui sont pas forcément à motifs, qui sont assez neutres. Alors il y a des trucs avec des motifs très jolis, hein, et je craque souvent, j'achète des boutons très jolis, mais que j'arrive pas à caser sur des projets parce que le bouton est si joli que il faudrait enfin, que le modèle devrait être extrêmement basique pour mettre en valeur le bouton. Donc c'est un peu compliqué pour moi les boutons, mais ceux-ci je les aime vraiment beaucoup et je pense que c'est joli, ça irait bien ensemble. Donc je croise les doigts pour que, que ça soit adapté. J'utilise un crochet Prime que moi j'aime bien. J'ai aussi des clovers pour tester. J'ai pris une petite gamme de différentes tailles. C'est du 4 mm, c'est ce que recommande la créatrice dans le patron et ça m'a l'air de correspondre, enfin mon échantillon est bon, ma tension est bonne, donc voilà. Moi je les aime bien, j'aime bien que ce soit rond en fait. Je sais que les clovers sont plats, donc peut-être que sur un prochain projet j'essaierai les clovers, même si je sais pas si j'ai le bon numéro. En fait je vais pas acheter exprès pour l'instant telle marque pour tester. C'est un peu cher, hein. Voilà, l'équipement. Surtout que le crochet ça mange beaucoup de laine, donc c'est déjà des projets un peu chers. Si en plus il faut que, je teste 1000 crochets, ça va être terrible. Celui-ci me convient très bien. Faut que j'essaye la version. Les clovers que j'ai, ils ont un embout plat. Alors je sais qu'il y a différentes gammes chez Clover, différentes gammes chez Prime. Mais Prime, je trouve que c'est un peu sous-coté, hein. Même en tricot, j'ai des aiguilles à laine Prime depuis littéralement 15 ans et elles vont très bien. Ouais, c'est pas très cher et en tout cas pour l'instant ça me va à voir sur le long terme, même si j'ai crocheté ça assez rapidement et de manière assez intense pendant plusieurs heures d'affilée et j'ai pas eu mal, alors que je suis pas à l'aise et que je fais certainement beaucoup de mouvements superflus. Mais si l'occasion se présente, je testerai les clovers qu'on m'a aussi conseillé. Mais voilà pour mon gilet Béatrice en cours, qui je l'espère sera tout prêt, tout beau pour le printemps. Et voilà pour mes petites péripéties apprentissage de crochet. Voilà. J'ai trouvé un patron de Linda Scuja, je sais pas prononcer son nom de famille, qui est magnifique. C'est un débardeur avec un petit motif d'éventail que j'avais repéré dans des points, dans des dictionnaires de points, que je trouve magnifique. Et j'ai très envie de me faire ce débardeur. Donc je le ferai peut-être, je pense, cet été. Du moins, j'essaierai de le faire parce que il est en fingering. Le point a l'air un petit peu plus complexe, mais il faut que j'apprenne à le faire. Et c'est juste un débardeur. Ça me paraît, accessible si je prends le temps, comme je l'ai fait ici, de bien apprendre étape par étape. Et voilà, pour mes petites aventures au crochet. Je suis très fière j'ai fait une photo pour Instagram en prenant mes petits trucs d'eucalyptus là, que je trouve très jolis, j'en suis très fière. Voilà, pour ça. Alors les boutons qui font cling cling. Petit point sur mon châle Oberon que je vous avais montré dans le dernier épisode, qui est un design sur lequel je suis en train de travailler. Je voulais juste vous montrer son avancée. C'est un châle modulaire, hop, avec plein de textures, pas de dentelle.
Je dis ça parce que j'ai l'impression que les gens partent du principe que je mets de la dentelle partout. C'est vrai, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Toc. Non, parce que j'ai partagé une photo sur Instagram en disant oui, bon, les trucs modulaires, moi j'adore les tricoter, mais j'ai bien conscience que c'est un petit peu compliqué à porter parfois. Et, et Maud, en commentaire, Maud Imaginaire, qui me dit mais la dentelle aussi c'est compliqué à porter. Je dis mais il n'y a pas de dentelle, de quoi tu parles? Je vois pas ce que tu veux dire. Pourquoi m'accuser de mettre de la dentelle partout? Je vois pas du tout le rapport. Mais non, du coup, c'est bien un châle sans dentelle. Ça arrive parfois. Donc, j'en suis là. Je sais plus exactement. Il me semble que la dernière fois, j'avais commencé ça, ou pas du tout. Bref. Donc, modulaire, c'est-à-dire qu'il se tricote en différentes parties, dans des directions un petit peu plus farfelues, mais j'avais envie que ce soit un petit peu plus linéaire tout de même par rapport à mes autres modèles de ce type, un petit peu plus simple et peut-être un petit peu plus portable, un petit peu moins rapiécé, surtout si vous faites pas comme moi et que vous prenez pas 15 000 couleurs différentes. Donc, bizarre ça. La première section que je vous avais montrée, c'est celle-ci. Donc, on commence par un petit bout et on augmente comme ceci en faisant des rayures. On augmente de chaque côté. Et la deuxième section, c'est celle-ci, c'est de la demi-brioche, hop, où j'ai diminué jusqu'à la pointe. Puis j'ai relevé les mailles de ce côté-ci, le côté où j'avais diminué. Et maintenant je tricote la troisième section en point de raie. C'est long. C'est vraiment un projet de méditation. Hein. Les gens qui aiment bien le tricot relaxant, qui prend du temps, qui permet vraiment de s'occuper les mains pendant plein d'occasions différentes, c'est très agréable. Je le fais au bon moment. J'avais besoin d'un projet comme ça, je pense. Et voilà. Alors, j'avais avancé cette section pas mal. J'ai tout recommencé parce que il faut que je revoie la forme de manière différente puisqu'on diminue ici de ce côté-ci assez rapidement. J'aime beaucoup la définition du point de raie ici. Donc c'est la même couleur que les rayures ici. Et voilà, donc ça ressemble un peu à rien, je suis désolée, hein, pendant que c'est en cours. J'utilise les laines de Célène. Donc le coloris principal ici, c'est... Oula, pardon. C'est Cendre de rose. Ce coloris-ci et celui qui est en rayure, c'est Bois de rose. Très joli. Et ce coloris, c'est Vitelotte. Qu'est-ce qu'il est joli ce violet, je l'aime beaucoup. Très très sympa, de très jolies nuances, très saturé, plus vif que ce que... Là, c'est un peu surexposé, je sais pas pourquoi. Voilà. Ouais. Donc, j'avance et je recule. Hein, c'est un peu le problème des châles modulaires, c'est que il faut parfois recommencer. Je vais diminuer jusqu'à une pointe, puis je relèverai les mailles ici. Alors ce sera plus long hein, à cet endroit-là. Et je ferai une autre pointe dans le coloris noisette. Voilà. J'utilise la base Merino, Superwash, fingering basique. Voilà. Rien de très particulier, si ce n'est que ça permet des couleurs bien définies. Ça a une jolie brillance, mine de rien. Et voilà. Alors, j'ai gardé, vous voyez peut-être, là, j'ai gardé des bordures en point mousse ici, vous voyez. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était assez amusant. Parce que le châle pourra être fini à différentes étapes, en fait. Vous pourrez vous arrêter à la section 2 et vous aurez un triangle. Vous voyez là, si j'enlève, si j'arrive à cacher ça, voilà, ça fera juste vision de l'esprit, hein,
demande un effort d'imagination. En fait, si j'arrive à... Voilà, je le cache hors du cadre. Voilà, vous voyez. Voilà, ça fait comme un petit triangle. Vous pouvez vous arrêter là. Vous pourrez aussi vous arrêter après la section 3. Ça vous donnera donc une pointe d'un côté et une étole qui finit de manière plus droite de l'autre. Ou vous pourrez faire le châle complet. Je trouvais ça assez sympa. Et en fait, à chaque fois que vous finissez une section, le châle est complètement fini. C'est-à-dire que vous avez les bordures propres avec les mailles glissées. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Petite section en poinnerie qui va aller plus vite maintenant que j'ai le bon ratio de diminution. Hop. Et voilà, la dernière section, ce sera un jeu de mailles glissées et de points de mousse. Donc des textures vraiment très très simples. Voilà, c'est pas du tout le modèle défi. C'est pas du tout quelque chose de très captivant et stimulant. Donc quand on a besoin de quelque chose qui va un peu plus simplement, ce sera peut-être une bonne option. Voilà. Voilà pour ce châle en cours sans dentelle. Je dis ça et je m'appelle non. Est-ce que j'ai des projets en dentelle prévus bientôt? Alors un oui, mais que je pourrais pas vous montrer. Là, tout de suite, c'est du oh si, en fait, je pourrais vous le montrer parce que j'ai la chance d'avoir un modèle qui sera publié dans le Making Stories printemps 2024. Et je pourrais vous montrer un petit bout certainement, si tout se passe bien. Mais à part ça, j'ai bien peur de passer très rapidement à du jacquard pour l'automne. Voilà. En plus je dis n'importe quoi parce que j'ai complètement prévu des gros pulls tout en dentelle. Hein. Ouais, si, navré. Désolée pour les gens qui n'aiment pas la dentelle. Mais voilà. J'essaie d'équilibrer les choses. C'est idiot, hein, mais quand je vois mes modèles prévus, je remarque quand il y a un souci, par exemple... il y a un moment où il n'y a que des gilets, mais vraiment que des gilets les uns à la suite des autres, et je me dis mais c'est un peu répétitif. Mais quand les modèles sont si différents, est-ce vraiment un problème? Je ne sais pas. Mais j'essaie aussi de varier les techniques, mais quand on est un peu obsédé par certaines techniques, comme la dentelle, c'est compliqué de se rendre compte qu'on a vraiment la tête dans les guidons. Voilà pour cet épisode où j'ai beaucoup plus blablaté que ce que je pensais. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouverai tout début avril pour commencer les modèles estivaux. Oui, et printaniers et estivaux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à la prochaine. Salut!